Aujourd'hui, je pense que c'est l'ambition qu'on avait pour ce projet. Parce qu'en fait, tu te rends compte d'une chose. Euh, Tu peux mobiliser des gens pour faire des choses. Mais quand tu as une ambition qui est celle-là, pour aller créer quelque chose qui n'a jamais été créé, quelque chose qui est très très ambitieux parce que tu sens que tu vas marquer l'histoire. Alors, finalement, c'est le chemin qui te mène qui est intéressant, tu vois, de retenir chaque moment, de les vivre, d'en profiter. En découvrant la notion de sororité, en découvrant d'autres femmes dans notre comité, j'ai réussi à changer complètement de point de vue et à me dire, mais non, elle le mérite. Si elle le fait, il faut l'aider parce que ça nous aide. Et du coup, d'entretenir ça, c'est Ouais. super fort, c'est super riche. Et puis du coup, tu crées des ponts entre les femmes. Bienvenue à ma chaîne YouTube. Je suis Chloé Caron, coach exécutive, conférencière, podcasteur, autrice. Sur ma chaîne YouTube, qu'est-ce que vous allez trouver? Des conversations inspirantes, des outils et des conseils pour développer votre leadership et votre impact. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous pour rester connecté et obtenir tous nos conseils et ne rien manquer. Marie-Catherine Ettori, tu es directrice des cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux olympiques 2024 Paris. Bienvenue, c'est complètement fou. Ça veut dire que ton équipe et toi, vous avez organisé 4 C, comme tu les appelles, 4 cérémonies. Les 4 serres. Les 4 CR, plus une autre qui s'est rajoutée, mais on va y venir dans quelques instants. Je veux te donner quelques chiffres parce qu'au moment où on enregistre ce balado, ça fait moins d'un mois que vous avez terminé les cérémonies. C'est fou, là, même pas 4 semaines. Donc, j'imagine encore sur ton high. Mais quelques chiffres, OK, avant que tu nous dises comment tu es arrivé là. Record à la billetterie, le nombre de spectateurs record, 125 records olympiques battus dans 10 disciplines, 32 records du monde battus dans 8 disciplines. Et j'en passe. OK, la folie que vous avez créée juste pour la cérémonie d'ouverture, puis c'est sûr que je vais en oublier, c'est sûr. La fumée aux couleurs du drapeau de la France sur les ponts, les bateaux des athlètes sur la scène, les milliers de danseurs, Lady Gaga, la patrouille de France, Aya Nakamura, Gojira, les feux d'artifice, 45 000 bénévoles, Axel Saint-Cyril, je te vois déjà, t'en reviens pas que tu as fait ça, hein? Les statues qui sortaient de la scène, une cavalière mystérieuse qui se promène sur la scène, le drapeau des Jeux olympiques au Trocadéro, Zizou, la flamme olympique aux Tuileries, allumée par Marie-Josée Pérec, c'était d'Irinaire. Et finalement, pour nous, Québécois, évidemment, une touche particulière avec Céline qui chante l'hymne à l'amour dans la Tour Eiffel. Je veux dire, mais c'est fou! Comment on se rend là? Comment on arrive à être directrice des cérémonies des Jeux olympiques? Écoute, en fait, on m'a appelé un jour en février 2016 en me disant, est-ce que tu serais dispo pour nous filer la main sur un événement qui se joue à la Philharmonie, à l'auditorium de la Philharmonie? Je dis, bah, ça dépend, je suis déjà sur des projets. Bref, donc je débarque sur ce projet qui se trouve être le dépôt du dossier de candidature de Paris 2024. On est le 17 février 2016. Wow! Et à l'époque, c'est Ambition 2024. Et donc, de là, ben, je rejoins l'équipe du Bibéné pour un temps très court. Ensuite, il y a cette piste d'athlée sur la Seine à l'occasion de la journée olympique en juin 2017. Et puis après, ben, il y a le comité, bon, la France, Paris gagne les Jeux. Il y a le comité d'organisation qui se met en place dès 2018. Et puis Thierry Reboul, qui était le patron du Bibéné et qui est devenu le directeur exécutif de la marque, de l'engagement, de la création, des cérémonies, des célébrations. Enfin, il a évolué tout au fil du temps, qui me dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse? Il y a des postes qui vont s'ouvrir, il faut candidater, est-ce que tu aimerais en être? Puis moi, je me dis, en fait, les cérémonies, c'est l'événement, le plus gros événement existant. C'est un truc que je regarde en tant que gamine. Je me dis, c'est à Paris, ça fait 100 ans qu'il n'y a pas eu les Jeux, et pourquoi pas? Et voilà comment j'arrive sur ce poste qui, à l'époque, ne prévoit pas d'avoir une cérémonie en dehors des stades, hein. C'est C'est des ça! cérémonies. Tu vois, moi, j'y vais en disant, bon, ok, ça va être des cérémonies, ça va être fou au Stade de France. Et au fur et à mesure de l'avancée du projet, eh ben, on découvre bah, l'ambition, la volonté de sortir les cérémonies du stade, de faire quelque chose dans le domaine public sur la scène. Enfin, c'est un truc fou. Et voilà comment j'arrive là. Mais j'avoue que je suis rentrée au comité en septembre 2018.
J'imaginais pas tout ce qu'on ferait, toutes ces cérémonies en dehors des stades, tout ce qu'on a créé, le Champions Park, la Vasque aux Tuileries, qui est elle aussi en dehors du stade. Enfin, ça n'a été que de Folie surprise en sur folie, surprise. ben oui. Ouais, Mais c'est même ouais, pas une surprise, c'est folie sur folie sur ouais, folie. ouais, Puis en même temps, si vous l'aviez pas fait, ça aurait été fou de pas mettre Paris en lumière comme ça. ouais. Hein? Ça aurait Tu été... sais, on se disait souvent, euh, tu crées des décors dans les stades. Moi, j'ai le souvenir de Londres, qui était quand même une cérémonie d'ouverture euh, assez folle, et puis une référence. Aujourd'hui, je pense qu'avant Paris, maintenant, c'était Londres. Maintenant, je pense qu'on a un peu volé la vedette. J'espère qu'ils nous entendront par rigueur. Euh, mais voilà, tu crées un décor. Et pour créer ce décor, ben, t'as besoin d'hommes, tu as besoin d'éléments de décor. Là, on a Paris comme décor. Et tu t'attaches à créer, à raconter une histoire, à créer des tableaux artistiques, mais à chaque fois que tu racontes l'histoire à quelqu'un, il te dit, mais de toute façon, vous avez Paris comme décor. Alors toi, en tant que Parisien, tu dis, oui, mais enfin, ça suffit pas. Parce que c'est Paris, le Paris que je connais. Même si tu sais à quel point ça va être majestueux. Mais voilà, on imaginait Paris avec ce soleil qui perçait à travers les nuages et qui donnait une image. Bon, on a eu la pluie qui a apporté pas mal de dramaturgie, c'est vrai. Bon, elle est restée. Bon, c'est vrai aussi. Mais voilà, de se dire que tu as sur 6 kilomètres Paris en décor, ces monuments, la Tour Eiffel, le Jardin des Tuileries, les ponts, enfin bref, et puis tout ce qu'on a tourné dans les différents sites qui existaient, qui ont fait partie des films pré-shootés et qui mettaient à l'honneur cette ville. Oui, c'était fou, c'était complètement fou, mais aujourd'hui on se dit, mais évidemment qu'il fallait faire ça. C'était Ouais, le plus c'est beau ça. terrain de jeu, c'était Paris. Alors, ramène-nous au moment où, là, donc, tu poses ta candidature, tu penses que c'est une cérémonie dans un stade, là, standard, cérémonie d'ouverture, fermeture, et là, au fur et à mesure, tu commences à comprendre qu'en effet, ça va être Paris qui va être mise en scène en même temps que les athlètes et les pays. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? C'est possible, c'est pas possible? Tout de suite, t'embarques puis tu dis, bien sûr. Je- Alors, ça s'est pas tellement passé comme ça, parce qu'au départ, moi, quand je rentre au comité, je m'occupe de la production. Donc, je m'occupe des événements, je m'occupe de la création, je m'occupe de composer tous les viviers qui vont permettre de faire de la vidéo. Enfin, bref, je te passe les détails de cette organisation qui se met en place. Et puis, on commence par faire la journée olympique à la Concorde. Donc, on préempte cette place de la Concorde et on en fait le terrain de jeu pour cette première journée olympique en 2019. Et c'est déjà un peu les prémices. On a eu la piste sur la Seine, où on avait les quais, où on avait les Invalides. Et puis là, tout d'un coup, c'est la Concorde. Et puis c'est déjà une façon de se dire, tiens, est-ce que Paris peut devenir ce terrain de jeu? Et puis il y a déjà dans l'esprit du comité de Tony Estanguet et puis de toute l'organisation, d'avoir ces sites parisiens qui vont accueillir des épreuves sportives parce qu'on se dit, sortir les épreuves de sport des stades et des sites fermés pour les mettre en plein cœur de Paris, c'est déjà fou. Et puis c'est déjà magnifique. Et au fur et à mesure qu'on avance, il y a cette idée d'avoir une cérémonie dans Paris. Et puis c'est un jour, c'est Thierry qui se balade sur les quais et qui dit, mais en fait, c'est la Seine. Il faut faire la cérémonie sur la Seine. Et une fois qu'on a fait ça, comme le projet était euh, tourné autour avec, pour les athlètes, parce qu'on a fait les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, les athlètes paralympiques disent, mais nous aussi, on veut être en dehors des stades. Nous aussi, on veut avoir cette cérémonie qui sort des stades, qui s'offre au plus grand nombre, parce que forcément, bah, tu as plus de public pour accueillir. Et là, on creuse et on se dit, bon, bah, alors on va pas faire sur les bateaux. C'est trop compliqué par rapport à la gestion du handicap sur les Jeux paralympiques. Et on se dit, mais quel est le plus bel endroit? Bah, il y avait ce site qui était le stade de la Concorde, qui jouait pour les Jeux olympiques. Et on dit, bah, on va le garder et puis on va faire là la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Vous avez eu des records pour ça, là, en termes de de Jeux paralympiques, en termes de vues et de Ah participation. ouais. C'est jamais vu, là. Jamais vu. Et je Ouais. pense qu'il y avait une ambition qui était très forte sur ces Jeux, c'était de laisser un héritage après ces Ouais. Jeux olympiques et paralympiques, de changer le regard sur le handicap. Et quand on a Mhm. vu la ferveur autour des Jeux paralympiques, les gens qui commencent à connaître qui sont les athlètes Mhm. paralympiques, qui Mhm. s'intéressent au sport, qui vivent des moments avec beaucoup d'émotions, des records, qui découvrent ce que c'est qu'un sport paralympique, qui découvrent les exploits que ces athlètes, parce que ce sont des athlètes à part entière, peuvent faire. Ben, au final, tu termines les jeux en disant, eh ben voilà, on a coché les cases qu'on devait cocher. C'est-à-dire Mhm. qu'aujourd'hui,
Le handicap est connu. On sait aussi que ce sont des athlètes, on connaît les sports. Et puis, je pense que on n'espérait pas pouvoir faire profiter aux Jeux paralympiques de tout ce qu'on Ouais. a engagé sur les Jeux olympiques. Et en fait, ça a été magnifique parce que les gens sont allés voir des épreuves, ont vécu des moments d'émotion très forts. Et aujourd'hui, voilà, de se dire que des athlètes paralympiques sont connus, je crois que c'est le plus beau moment, en fait, c'est de se dire, bah, ça y est, on a permis à ces Jeux paralympiques d'exister et de découvrir un public. Il y a eu une rencontre entre ces athlètes et ce public, et ça, c'est magique. Puis maintenant, on est intéressé par leur histoire, hein? On est curieux de savoir comment ils se sont rendus là, puis ainsi de suite. C'est quoi ton moment à toi? Parce que je ne sais même pas comment tu peux choisir, là. Ça doit être comme avec nos enfants, il n'y a pas de préféré, mais si tu avais à choisir le moment de tous les Jeux olympiques, paralympiques compris, tu choisirais quoi comme moment mémoire qui va rester là en toi? Euh, alors, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que tu vois, quand tu essaies de te remémorer des éléments phares des Mhm, autres jeux, des autres cérémonies olympiques ou paralympiques, tu en as un ou deux et ils sont mhm, assez communs, et presque universels, tu vois. Quand mhm. tu regardes la cérémonie d'ouverture et puis d'autres, mais si on se concentre sur l'ouverture, et ben en fait, tu te rends compte que les gens n'ont pas le même élément de C'est référence. vrai. Moi, j'avoue que ce drapeau bleu, blanc, rouge qui Ouais, explose sur c'est. Austerlitz, c'est le frisson, c'est le poil qui se Ouais. lève sur les bras. La clôture avec évidemment Céline qui chante sur la Tour Eiffel, c'est un moment magique. La vasque qui Ouais. s'élève Ouais. dans les Tuileries avec Ouais. Teddy Riner, Marie-Jo Pérec qui allume cette vasque, tu vois. Et il y a d'autres tableaux, par exemple, tu parlais des statues tout à l'heure, Mhm, les 10 statues de femmes célèbres un peu oubliées de l'histoire, mhm, cet esprit de sororité, cette mhm, reconnaissance mhm. de ces femmes. Tu vois, il y avait des moments qui étaient des moments de fierté, il y avait des moments où tu te disais, ah tiens, on marque l'histoire, il y avait des moments qui étaient beaux, il y avait des moments qui étaient la rencontre entre Aya Nakamura et la garde républicaine sur le pont des Arts. Enfin, ça, c'est assez magique. En plus, avec toutes les controverses qui ont eu lieu juste avant, c'était un beau pied de nez, puis c'était une belle façon de dire non, c'est ça la culture, c'est ça la France, c'est ça aujourd'hui, quoi. C'est de faire se rencontrer la garde républicaine et Nakamura et de vivre ces moments-là. Donc, en fait, si tu me poses la question, je suis incapable de te dire lequel. Mais quand même, ce drapeau bleu-blanc-rouge, alors est-ce que c'est par fierté? Mais ce drapeau bleu-blanc-rouge sur, tu sais, qui reste comme ça, un peu Oui, suspendu, ouais, sur le oui. pont d'Austerlitz, c'est un de mes meilleurs moments. Puis qui donne le ton, hein, qui donne le ton pour l'ensemble des jeux qui... non, non, mais comme toi, moi aussi, tous ceux que tu as nommés, je suis comme, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. C'est des moments extraordinaires. Alors, ces moments extraordinaires-là, on les crée, il y a comme beaucoup de gens impliqués, il y a beaucoup d'étapes. Ça fait 8 ans, là, plus ou moins, que vous travaillez là-dessus. Ça prend un temps fou. Euh, Comment on gère ça? Comment, puis c'est une question peut-être un peu trop large, là, mais comment tu arrives à créer ça compte tenu des enjeux de sécurité, de la dispersion dans la vie? Comment on s'y prend? C'est quoi le C'est quoi workbook la pour le recette? faire arriver, là? Écoute, je dirais que ce qui fait, je pense, qu'on a réussi à créer tout ça, à avoir à la fois la création artistique, les bonnes personnes, d'avoir réussi à embarquer tous les acteurs qui étaient à nos côtés, étatiques, les institutions, la ville, la région, l'État, la préfecture de région, tous les acteurs qui ont été engagés. Aujourd'hui, je pense que c'est l'ambition qu'on avait pour ce projet. Parce qu'en fait, tu te rends compte d'une chose, euh, tu peux mobiliser des gens pour faire des choses. Mais quand tu as une ambition qui est celle-là, pour aller créer quelque chose qui n'a jamais été créé, quelque chose qui est très très ambitieux parce que tu sens que tu vas marquer l'histoire. Alors au début, on avait une petite ambition, si je puis dire, qui était de marquer l'histoire olympique. Aujourd'hui, on se rend compte avec du recul, bah, on est allé au-delà de l'histoire olympique. Je pense qu'on a marqué l'histoire. Enfin, je veux dire, quand tu vois que 85% des Français sont ravis de cette cérémonie, 75 te disent qu'ils sont fiers d'être Français, quand tu vois l'alchimie que ça a créé, les émotions que ça a pu créer, et ben en fait, je me rends compte que
l'ambition qu'il y avait sur ces Jeux Olympiques, que ce soit dans les assets, dans l'idée d'avoir une seule et même identité graphique pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, parce que c'est l'histoire des Jeux et c'est du sport pour tous, que tu sois Oli, que tu sois para, euh, d'aller ouvrir les sites en créant le Champions Park où les athlètes de la veille viennent célébrer leur médaille avec le grand public, d'aller chercher une vague, la vague de ta épouse, j'ai jamais réussi à le dire, mais qui fait la part, la part belle pardon, au territoire ultramarin. D'avoir sorti 2 cérémonies. En fait, tu as une telle ambition que tu engages tout le monde. Et finalement, tu te rends compte que si tu veux que ça marche, au-delà du fait qu'il faut partager, il faut travailler ensemble, et c'est ce qu'on a fait pendant plus de 2 ans sur les cérémonies, en fait, l'ambition, elle était telle que tout le monde avait envie d'être de ce projet. Tu vois, tu ne la baisses pas, cette ambition. Et malgré les difficultés qu'on a rencontrées, on en a rencontré évidemment, on nous a toujours dit, on ne changera pas notre fusil d'épaule et on ne baissera pas notre ambition. Parce qu'en fait, c'est ça qui lie tout le monde et qui fait que tout le monde a envie d'en être. Si au fur et à mesure que tu avances, tu Ouais, diminues l'ambition ouais, créative ouais. ou simplement le projet perd de sa superbe, mais tu peux pas emmener les gens avec toi. Or, tout le monde a envie de faire son job, mais de le faire avec une réalisation extraordinaire. Donc, en fait, je dirais que c'est ça le plus compliqué, c'est de garder son niveau d'ambition, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, qui te mènent à produire autrement, à réfléchir autrement, peut-être à aller chercher d'autres façons de travailler, de produire, d'autres budgets, enfin, toi, d'engager aussi d'autres choses pour continuer à avoir grand, mais ne jamais, jamais baisser ton ambition. Je pense que c'est la clé. Puis toi, comment tu as fait pour pas baisser ton ambition? Bah, j'étais un peu aidé, hein, parce que j'avais quand même un président du COJO qui était très ambitieux et qui a toujours euh, dit ce projet, il est fait avec les athlètes, pour les athlètes, autour des athlètes. Il n'a jamais dévié de ça. Il voulait quelque chose de grand, quelque chose qui se partage. Il voulait engager la France, tous les Français. C'était les Jeux de Paris, mais il fallait que tout le monde soit engagé. Il y a eu plein d'actions qui étaient menées. Thierry Reboul, qui est quand même le monsieur image, le monsieur création, qui a eu 36 000 idées et pas seulement sur les cérémonies. Et puis, je pense que quand tu portes un projet où, même si c'est toi qui le portes opérationnellement au sein du comité d'organisation des Jeux, c'est un projet que tout le monde voulait porter et supporter. Donc, Mhm, en fait, c'est un espèce de bien commun mhm. que tout le monde veut voir arriver au Chérir, bout. voir arriver, Exactement. ouais, c'est ça. Donc, au final, tu te dis, bon, ben moi, j'ai la lourde mission ou la noble tâche Mhm, d'arriver à faire en sorte qu'on ira au bout et qu'on mhm. livrera ce qui va satisfaire tout le monde et faire en sorte que tout le monde sera fier. Donc, je pense que ça te porte. Et je sais pas, quand tu parles d'olympisme, quand tu parles de paralympisme, quand tu parles de jeux, les Mhm. jeux en général, tu as cette petite étincelle qui est dans les yeux de tous tes interlocuteurs. C'est la magie du sport ou la magie des jeux, je ne sais pas dire. Mais moi, je l'ai constaté au quotidien. Quand tu parles des jeux, les gens tout de suite, bah, ils ont T'allumes, envie. ouais. Ouais. Il y a quelque chose de plus grand que soi, là, hein? Il y a quelque Ah chose oui. vraiment de plus grand que soi comme humain, puis comme planète, j'ai envie de dire. Toi et moi, on s'est déjà parlé, là, puis je t'ai dit comment on fait pour arriver sur la Lune, parce que tu as été littéralement, ton équipe et toi, et tous ceux qui étaient impliqués dans les Jeux olympiques, vous êtes allés sur la Lune. Comment on fait pour redescendre? Puis est-ce qu'on a envie même de redescendre? Moi, je ne suis pas redescendu encore, Non, donc ben non, c'est je suis sûr. toujours là-haut. Je pense qu'on a du mal à réaliser, mais tu vois, cette semaine, on discutait avec les collègues qui sont partis, là, qui ont terminé. Et en fait, il n'y a pas une journée où tu rencontres pas quelqu'un qui te parle des jeux en te disant, waouh, Wow. c'était dingue, c'était fou. Et je pense pas que dans mon métier, j'ai une seule fois vécu ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens autour de toi qui disent, ah, c'était super parce qu'ils ont entendu parler. C'est souvent des événements qui sont du B2B. Là, c'est un B2C à mort. Et surtout, tout le monde a vu, tout le monde a participé et surtout, tout le monde a eu des émotions et un feedback hyper positif. Hyper positif. C'est ça qui est fou. C'est que même quelques temps après, pour ceux qui ont terminé sur la cérémonie d'ouverture, ils me disent, les gens continuent de nous en parler. Et tu as cette espèce de géo-nostalgie qui est là, mais parce qu'en fait, tu étais dans une espèce de parenthèse enchantée qui Ouais. nous a porté et surtout de se dire que ce que tu as livré, ce que tu as créé, tu as toujours peur que ça ne rencontre pas le public. Parce que peut-être que tu as mal jaugé, peut-être que l'histoire que tu racontes, elle va pas plaire. Parce que c'est ça, il y a du jugement ou de l'appréciation.
personnel. Et là, de se dire que les résultats sont tels que 85-86% des Français, ou des gens interrogés, pardon, des gens interrogés, ont dit aimer la cérémonie d'ouverture, eh ben voilà, tu dis, OK, donc on a réussi à fédérer autour d'un seul événement autant de gens et vivre en communion comme ça, avec autant de personnes. Et ben, je ne sais pas si un jour j'en avais rêvé, de me dire, tu vois, tu atteins cet objectif de dire, en fait, tout le monde a apprécié tout. Et puis ça s'est vu, ça s'est ressenti. Il y avait une atmosphère particulière à Paris ou dans les villes, partout où le relais passait, partout où il y avait des épreuves. Donc ça, je pense que j'imaginais pas qu'on pourrait vivre ça. Et en Mhm. fait, de te dire que tu as participé à ça, à cette parenthèse enchantée, je pense que c'est ce qui fait que tu restes un peu perché encore. Ouais, tu sais que c'est un moment tellement spécial, puis que tu es privilégié de ça, hein? Tu as fait la CR1, donc la cérémonie 1. Ça se passe super bien, malgré la pluie, malgré tous les petits trucs qui peuvent tout le temps arriver. Et là, vous êtes fort de cette expérience-là. Vous faites la CR2, CR3, CR4. Et là, vous avez une invitation ou une demande, je ne sais pas comment tu as envie de le dire, pour faire une CR5. Mais on trouve comment le souffle? Puis c'est quoi cette fameuse CR5? Écoute, on termine les 4 cérémonies qui sont des éléments impératifs dans le cadre des Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Et puis, notre président de la République souhaite qu'on fasse défiler ces athlètes. Et effectivement, en France, c'est les Champs-Élysées. Dès que les footeux gagnent une Coupe du Monde, bah, ils descendent les Champs-Élysées. Euh, et puis, ils souhaitent leur remettre des décorations républicaines qui, normalement, se font sous les ors du Palais de l'Élysée avec juste ta famille en privé. Et là, ils souhaitent faire partager ce moment-là avec les Français. Et c'est là qu'on imagine qu'on va faire une petite parade. Et puis en fait, bah non, parce que forcément, avec Thierry Reboul, c'est toujours compliqué de faire un truc déjà vu, ça n'existe pas. Donc déjà, on décide de leur faire remonter les Champs-Élysées, hein. Il n'y a qu'une seule personne qui le fait, c'est le président de la République quand il fait la revue des troupes. Euh, donc il y a cette parade où on fait défiler l'ensemble des acteurs. Il y a cette scène qui est autour de l'Arc de Triomphe parce que c'était un moment fort pour célébrer. Et ça se monte en 3 semaines. Donc on est à une semaine de la Mais clôture des déjà, Jeux c'est paralympiques. impossible. Déjà, Ben ça, ouais. c'est impossible. Donc on est à une semaine, on n'a pas encore fait la clôture. On sait qu'on a ça, donc on se répartit un peu les rôles dans les équipes pour se dire, bon, bah, il y a ceux qui vont livrer la CR4, puis il y a ceux qui vont commencer à travailler sur la parade. Et puis bah, le dimanche 8, on fait la clôture. Et puis le lundi 9, on arrive un peu fatigué, mais on repart. Et là, on a 15 jours pour monter la cérémonie. Même pas une semaine, puisqu'on est déjà le 9. Et je dirais que parce que on a livré ces 4 cérémonies, Ouais. tu vois, on a pu livrer celle-ci. Et aussi parce que tout d'un coup, c'était le petit plus qui faisait que bah, tu pouvais t'éclater. Parce que c'était un best-of de tout ce qu'on avait fait. Et puis c'était euh, la possibilité de revivre encore une fois des Mhm. choses qui nous ont marqués, qui nous ont tous portés pendant près de 2 mois, un mois même, un mois et demi. Et ben voilà, on l'a fait. Mais je pense que si on n'avait pas fait ce qu'on avait vécu sur les quatre Ouais. cérémonies, on n'aurait pas été capable. Là, il y avait un mécanisme parce que les gens savaient ce qu'ils avaient à faire, les gens ont rappliqué après la cérémonie de clôture en prenant des postes. Ok, moi je fais ça, moi je vais là. Ok, toi tu prends ça. Enfin, c'était d'une mécanique, d'une fluidité. Moi, je leur disais souvent, on est des mercenaires bienveillants, Mhm. des livres, mais avec fun et avec envie, parce que finalement, c'était le petit truc en plus que t'as pas prévu et qui va te procurer beaucoup de plaisir. Et c'était une façon de clore toute cette période et puis de revivre encore une fois quelque chose qui nous avait animés. Donc voilà, on était fatigués, mais on était tellement heureux de livrer, mais surtout de vivre ce moment À tous ensemble nouveau, autour ouais, de... c'est ça. Ouais, vraiment. De continuer cette émotion-là. Ce que j'entends beaucoup dans ce que tu dis, c'est la croyance qui s'est comme bâtie au fur et à mesure d'être capable de créer, livrer l'impossible et de faire vivre l'impossible. Comment on sent ça, j'ai envie d'appeler ça de l'empowerment, là, l'espèce de feeling intérieur qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter. J'imagine qu'on se sent superwoman, superman, Mm. non? Mm. En fait, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, bah, forcément, de par l'ambition qu'on avait pour elle et puis de par le terrain de jeu qu'on avait, elle était risquée, dans le sens où c'était forcément la plus risquée de toutes.
il y avait une slide qu'on avait dans nos présentations qui disait, et c'est quelque chose qu'on nous répétait, hein, 60% de la perception de la réussite des jeux passe par la cérémonie d'ouverture. Donc autant te dire que quand tu as ce slide et qui te suit pendant 2 ans, où tu te dis, oui, je peux être le tremplin qui fait que derrière, on va être sur une telle phase ascendante que ça va leader, ça va porter tout, tu as envie de livrer, mais tu es comme ça, parce que tu dis, ouais, enfin, on n'a pas intérêt à se planter. D'abord, tu peux pas te planter vu C'est tout ce pas que une tu option. portes. C'est Enfin, pas une c'est pas une option. option. Ouais. Mais est-ce que tu vas réussir à livrer exactement ce que tu as prévu? Est-ce que ça va être au niveau de service, de qualité que tu as visé? Ça, c'était notre objectif. Et moi, j'ai toujours dit mes équipes, si on sort de la une avec le niveau de satisfaction que l'on visait, alors oui, le lendemain, on va être fatigué, mais la 2, on va y aller les doigts dans le nez, en se disant, ah, c'est bon. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. On est sorti de la une épuisé, euh, mais on avait une énergie, on avait fait ce Mhm. qui était impossible à faire. Donc le reste, faire une cérémonie dans un stade, une autre dans la ville, moins complexe, il n'y a pas les bateaux, il n'y a pas les trucs, il n'y a pas 12 kilomètres. En fait, c'était facile parce Ouais. que la une, elle nous a pris beaucoup d'énergie, Propulsé. Elle vous a mais dès qu'on l'a propulsé. eu Ben passé, oui. mais c'était un tremplin formidable. Et pour tout le monde, les Ouais. gens qui étaient dans les sites d'épreuves sportives nous disaient, mais merci, merci pour cette Ouais. énergie, Ouais. vous nous avez transportés. Et du coup, en fait, ça a attiré tout le monde. Tu vois, tout est monté en même temps. C'est-à-dire que le tremplin, tout le monde l'a pris dans tous les domaines. Et ça, Ça c'était inclut assez les magique, athlètes, hein? Ça inclut les athlètes. Parce évidemment. que quand vous en parlez, quand j'entends parler des Jeux olympiques, puis tous ces records qui ont été battus, on sent que c'est évidemment que c'est les athlètes qui se sont entraînés, qui se sont préparés et qui étaient prêts à livrer cette performance sportive-là. Mais et en même temps, on sent que, comme tu viens de le dire, l'ambiance créée par la cérémonie d'ouverture, puis l'impact que ça a eu, on sent qu'il y a un lien, en tout cas, peut-être pas direct, mais quand même assez clair, non? En fait, on se disait, on va leur offrir un écrin qui va permettre ces Mhm. exploits. Mhm. C'est-à-dire que les Jeux, ils s'y préparent. Enfin, c'est dans C'est un sûr. plan de carrière d'athlète. Tu te doutes bien que faire les Jeux Olympiques, c'est un Graal. Mais nous, on avait à cœur d'offrir les plus beaux sites, d'offrir les médailles les plus emblématiques, d'offrir l'entrée dans Paris, la découverte des athlètes par le grand public la plus folle possible, de leur donner en fait toutes les possibilités pour qu'ils aient envie de créer des exploits, de nous faire vivre des choses que tu ne pourrais pas vivre ailleurs et qui seraient à jamais liées à Paris 2024. Et je pense que c'est ça qu'on a réussi. Et c'est pour ça que ça a autant pris. C'est-à-dire que le public a été comblé, les athlètes se sont certainement sentis dans d'autres conditions parce qu'ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Et puis tous les assets qui étaient autour justement de ces jeux étaient là. Il y avait un relais de la flamme avec une arrivée sur le Bélem à Marseille assez folle qui a lancé une énergie, on aurait dit le feu à la poudrière qui partait. Enfin voilà, repartir avec ton petit morceau de Tour Eiffel dans ta médaille, bah, déjà c'est pas mal d'être premier, deuxième ou troisième, mais si en plus tu repars avec un petit bout de l'histoire d'un pays, enfin, c'est assez fou. Enfin, tous ces éléments-là, ils étaient là pour faire en sorte que ces athlètes puissent venir faire ce qu'ils avaient à faire, mais qu'ils le fassent en x10, x20, x30. Et je pense que là, on a tout donné pour que ça puisse se rencontrer, se produire, et que chacun à son niveau, à son endroit, puisse se dire, waouh, c'était magique. Ça, c'était fou. Les Jeux olympiques, c'est du leadership là, boosté à 150 000 à, à commencer par cette ambition-là, qui est la vision. Là. On parle tout le temps de l'importance d'avoir une vision, une ambition claire, puis de la communiquer. La beauté dans ce contexte-là, c'est qu'elle elle s'auto-communique un peu par le simple fait qu'on sait que ça va être à telle date pendant telle semaine, et Mm. ainsi de suite. Donc, on sait qu'à ce moment-là, mais toi, comme leader, on en a parlé un peu, comment tu gardes l'énergie, mais surtout comment tu crées cette chimie, comment tu réfléchis la façon dont tu travailles pour engager tes équipes. Puis je connais ton énergie sans borne. Comment tu transmets cette énergie, cet enthousiasme au quotidien avec tes équipes, là, d'un point de vue de leadership? Tu vois ce que je veux dire? Écoute, moi d'abord, je pense que mon cerveau, il s'est un peu protégé. Mhm. C'est-à-dire que je suis rentrée dans le projet en me disant, c'est un projet comme un autre.
Il y a des hommes, il y a un budget, il y a une ambition, il y a un concept, il va y avoir des difficultés, il y a des partenaires, il y a des acteurs, comme dans n'importe quel projet. Quand Et tu je dis des pense hommes, tu que veux dire des humains, là, des femmes et ouais, des hommes, ouais. ouais, Des ouais, hommes et des femmes qui vont t'aider ouais, à livrer ouais. la prod, de la technique, de la logistique, de la créa, bref. Donc, c'est un projet comme un autre. Et j'avais conscience que mon cerveau se mettait en mode protection. Si tu commences à te dire que c'est un projet où tu vas avoir 1,5 milliard de téléspectateurs qui vont te regarder, si tu commences à te dire que c'est 60% de la perception de la réussite des Jeux sur la cérémonie d'ouverture, que tu as des réunions avec le président de la République, avec la maire de Paris, avec le CIO, avec les partenaires. Enfin, si tu commences à te dire, euh, il y a tous ces enjeux, tu peux vite te retrouver dans un moment de panique. Donc, moi, je m'attachais à me dire, c'est un projet comme un autre. Sauf que les budgets sont plus importants, l'enjeu est plus important, l'écran est plus important, le nombre de participants, bref. Donc, c'était juste un peu multiplié. Ça, c'était ma façon de me protéger. Et après, je sais qu'on a réussi à réunir des experts, que ce soit au travers des agences ou au travers des équipes qui étaient chez Paris 2024 ou les institutions, l'État. Et en fait, il s'agissait juste, entre guillemets, de les faire travailler tous ensemble. Et après, effectivement, je pense que euh, la façon dont tu fais travailler les gens ensemble, elle te ressemble. Moi, c'est de l'énergie, c'est du rire, c'est de l'écoute, enfin c'est pas juste d'écouter, c'est d'entendre, mais surtout de faire en sorte que, au même titre que moi, je me lève le matin en me disant, je vais passer une bonne journée et qu'il faut que ça reste une fête, entre guillemets, c'est un peu mon motto. Je voulais que ce soit ça au quotidien pour tout le monde. Et en fait, cette énergie, si tu arrives à la garder parce que tu es en écoute et que tu prends conscience que tout le monde participe à quelque chose qui est absolument extraordinaire et qui va marquer l'histoire, mais que tu ne peux le faire qu'avec ces gens-là et que si tu les embarques pas, eh ben, tu n'y arrives pas, ben, le matin quand tu vas travailler, ça se passe bien, même dans la difficulté, tu es dans l'écoute, tu es dans l'entente, et puis tu sais où tu vas, mais tu amènes tous ces gens avec toi. Et tu changes pas ta forme de management. Tu continues à produire, à Mhm. créer avec ces gens-là, avec une énergie qui est la tienne, qui est la mienne en l'occurrence, mais en me disant, il n'y a pas une journée où je ne veux pas rire, sourire, m'amuser et me dire, tiens, on va se souvenir de ce jour-là parce qu'on a bien rigolé. Enfin, un jour sans rire, un jour sans sourire avec les équipes, bah, c'est un jour perdu. Et tu peux pas, quand tu fais ce genre de projet, te dire que tu n'arrives pas à emmener tout le monde dans la même dynamique. Qu'est-ce que tu as appris sur toi comme femme, comme leader? Je pense que j'ai appris que j'étais quelqu'un qui savait emmener des hommes et des femmes pour livrer ce genre de projet. De par, je pense, ma façon de manager. J'ai aussi appris que il a été livré comme ça, ce projet, parce qu'il y avait des expertises partout et qu'on avait les cadors dans tous les domaines. C'est vrai, hein, que ce soit chez nous, chez Paris 2024, dans les institutions, chez les partenaires, dans les agences qui nous ont accompagnés. Mais je sais aussi que si on l'a livré comme ça, c'est parce que mon énergie, ma façon de leader le projet, c'était celle-là. Il aurait certainement été livré, pas de raison, hein, mais pas avec la même énergie, pas avec la même ambiance et surtout pas avec le même sentiment que c'était dur, mais c'était cool. Tu vois, Mhm. on a vécu 2 ans vraiment très très intenses, hein, on a vécu des moments très difficiles, mais c'était la difficulté liée au projet. C'était pas la difficulté liée à l'entente, à la coordination, à la collaboration. Jamais. On a toujours réussi à trouver des moments pour discuter, poser des sujets, décortiquer, pour faire ensemble que il y avait une équipe qui était l'équipe Paris 2024, mais il y avait tous les à côté, les agences, et on a formé une seule et même équipe. Et ça, je pense que c'est l'une des choses que je retiens, c'est ma capacité à faire en sorte que dans la façon de coordonner ce projet, je l'ai fait en étant une seule et même équipe avec des acteurs qui sont à l'intérieur et d'autres qui sont à l'extérieur. Et ça, je pense que c'est ce que j'ai retenu. Je suis capable de ça. J'ai réussi à faire ça et j'en suis convaincue aujourd'hui. Donc c'est ma petite victoire à moi. Écoute, c'est pas une petite victoire, c'est une gigantesque victoire. Puis je trouve ça tellement chouette de t'entendre le dire parce que je pense que c'est facile pour les femmes en particulier de dire oui, oui, mon équipe, oui, 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 tel joueur, tel ci, puis de donner le crédit à tous ceux à qui ça revient, assurément. Mais c'est vraiment cool que tu puisses être capable aujourd'hui de dire
Non, non, je sais à quel point mon style, mon énergie, ma personnalité, mon approche a contribué à ce succès-là, puis d'avoir cette conviction-là, ça doit te donner des ailes pour la suite. Oui, c'est très rassurant parce que c'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel je suis rentrée, avec lequel je suis rentrée au comité. Tu vois, plutôt en doute. Alors, les femmes, on est plutôt le syndrome de l'imposteur. Ouais, ils vont se rendre compte que je suis pas bonne. Et puis, tu peux le prendre chez toutes les femmes, leaders ou pas leaders. On est toutes comme ça, hein. L'homme, il dit toujours, si tu veux que je réalise cette mission, tu devras me donner ce ministère en plus ou cette mission-là en plus parce que ce serait plus global. La femme, elle va te dire, t'es sûr que je peux y arriver? Donc moi, je suis rentrée avec ce sentiment de me dire, oh là là, c'est quand même les Jeux Olympiques, même si ça m'attirait. Dire, mais est-ce que je vais être à la hauteur? J'en ai jamais fait. Qu'est-ce que je vais apporter? Et en fait, je sors de là en me disant, non, en fait, je suis convaincue de ce que j'ai apporté, de la façon dont je l'ai fait. Je suis persuadée que d'autres gens pourraient le faire, c'est évident. Mais le livrer de cette façon-là, je suis convaincue que j'ai apporté ma patte et surtout, je l'ai fait et j'en tire en fait une conviction, c'est que il a été bien livré cet événement, mais il a été livré avec une énergie que moi seul pouvais apporter. C'est le sentiment que j'ai aujourd'hui, j'en suis entièrement convaincue et je me dis que demain, en fait, c'est pas effrayant. Quelle que soit l'ambition d'un autre projet, Tu peux tout tu accomplir peux, maintenant, là. parce qu'en fait, si tu as Ben oui. l'énergie et que si tu es capable, avec des compétences de management, hein, de faire travailler les gens ensemble, mais si tu as ce petit truc en plus, eh ben c'est ça mon élément de différenciation aujourd'hui. Tu sais, quand on te dit, c'est quoi, Ouais. racontez-moi vos particularités, si vous Votre deviez vous couleur. définir. Ouais. Voilà. Ben moi, maintenant, aujourd'hui, je sais. Tu le sais. Ouais, Exact. Donc, peu importe la grosseur du projet, la complexité du projet, tu sais pertinemment que tu peux amener des gens à travailler ensemble ouais. dans une espèce d'harmonie, de plaisir, d'énergie, comment t'as appelé ça, les mercenaires bienveillants? Les mercenaires bienveillants. Bienveillants, dans cette espèce d'énergie de on va livrer, inquiétez-vous C'est pas, mais ça. ça va être dans la bienveillance, le plaisir et tout ça. Ça veut dire quoi? Parce que, comme je le disais tantôt, vous êtes allé quand même sur la Lune, là, donc c'est pas tous les projets, là, j'imagine, qui peuvent attirer notre attention après qu'on ait fait ça, là. Non, je pense qu'il faut un petit peu de temps pour redescendre. Mhm. Ça t'aide à te dire, bon, bah, qu'est-ce que j'ai plus envie de faire parce que je l'ai déjà fait et puis que ce serait pas intéressant pour personne, si tu veux, de retourner dans quelque chose qui te motive pas. Mais du coup, je me dis, autant avant, j'étais plutôt sur l'événementiel, parce que c'est mon cœur de métier, autant aujourd'hui de me dire que de faire travailler des gens ensemble sur des projets, quels qu'ils soient, vu que je sais que je peux le faire, finalement, je me dis, il y a peut-être des projets autres auxquels j'ai Mhm. pas du tout pensé. Mais le simple fait de se dire que il faut aller porter une création, porter un projet, le construire, lui donner vie, euh, envisager sa livraison, le côté opérationnel, livraison opérationnelle d'un projet, je pense que du coup, je suis en train d'ouvrir les chakras en me disant, bah, finalement, c'est pas forcément que dans l'événementiel. Tu peux, parce que faire travailler des gens ensemble, c'est prendre les compétences de chacun et d'avoir cette Complètement. espèce de lien et cette alchimie qui fait que tu arrives à livrer. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, je vais m'ouvrir les chakras en me disant, c'est peut-être pas que l'événementiel, tu vois? Ça Mais vient c'est de surtout, s'ouvrir sur le monde, là, complètement. Ouais. exactement. Puis il y a le monde qui t'a vu, donc avis aux intéressés, ceux qui nous Voilà. écoutent, hein? Ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Los Angeles? Profiter, kiffer, parce que vraiment, c'est fou. Parce que tu te dis, je me souviens au tout début du projet, on avait une pression folle sur tout ce qu'on livrait, en se Ouais. disant, oh là là, mais ça, on va pas avoir le temps. Et puis, à la fin, quand tu es à 1 an des cérémonies, tu te dis, mais en fait, quand je disais qu'on n'avait pas le temps, non, mais foutaise, évidemment qu'on avait On le avait temps, que c'était tellement le facile, temps. tu vois. Oui. Voilà. Donc, profiter. Moi, je me souviens de chaque étape de ces 6 ans au sein du comité. Et ça, c'était important parce que finalement, c'est le chemin qui te mène qui est intéressant, tu vois, de retenir chaque moment, de les vivre, d'en profiter. Je suis persuadé qu'ils feront très différents de par la structure, enfin, de par Los Angeles, la ville, qui n'a rien à voir avec la France. Je suis sûr qu'on va vivre des moments très, très forts aussi. Et vraiment de me dire, euh, soyez ambitieux, soyez créatifs, bon, ils le seront, mais aussi de se dire, qu'est-ce que vous aimeriez voir
dans ces cérémonies, dans ces jeux que vous n'avez pas vu jusqu'à présent. Parce qu'en fait, c'est ça la clé. T'as pas forcément envie de... Tu sais ce que c'est que des Jeux Olympiques, tu sais ce que tu vas y vivre, tu sais qu'il y a des moments charnières dans les cérémonies, euh, mais de te dire, tiens, finalement, au-delà des éléments protocolaires, au-delà des éléments créatifs qui sont culturels ou propres à la direction artistique ou à l'ambition du projet, c'est de se dire aussi, mais pour renouveler le genre, c'est qu'est-ce qu'on a envie de voir dans ces cérémonies? Qu'est-ce qui nous ferait plaisir, nous, en tant que spectateurs, qu'on n'a pas encore vu et qui fait que... Parce que les cérémonies, c'est pas que des fans de sport, hein. C'est justement une population, une cible qui est Exact. totalement Ça rejoint tout le monde, hétérogène. ça Mais bien rejoint tout le sûr. monde, c'est ça. Puis bon, on est quand même dans le pays de l'entertainment aux États-Unis, donc je pense ils vont nous faire rêver. Mais ouais, j'ai envie de leur dire, éclatez-vous et n'hésitez pas à nous livrer ce que vous avez envie de livrer, ce que vous avez envie de voir, en fait. C'est ça la Puis clé. si tu avais à leur dire tes trois top défis que vous avez eus, j'imagine que la sécurité doit être pas loin, 1, 2, 3, là, j'imagine, Ouais, mais la sécurité, c'était ça. Voilà, la sécurité, la, faire des choix artistiques. Je pense que moi, j'étais pas là-dedans, hein. Il y avait vraiment toute l'équipe de Thomas Joly, de Victor Lemann pour les choix artistiques. C'est très compliqué d'aller choisir des artistes, des chansons, parce que forcément, on a tous, on l'a vu, hein, tous un avis sur et qui chante ça et pourquoi pas lui. Donc ça, sur l'artistique, c'est très complexe. La sécurité, évidemment. Le legal, n'en parlons pas. Euh, il y a le protocole. Ça, tu vois, les éléments protocolaires des cérémonies, même si tu essayes ou tu arrives, parce que parfois essayer, c'est pas y arriver, hein, parce que le protocole, c'est quand même quelque chose qui fait l'histoire de ces ouais. cérémonies notamment, et qui doit satisfaire à une certaine façon de faire, de produire. Il y a un cadre avec Ah lequel bah il oui, faut tu peux pas y opérer avec les toucher. Jeux Ouais. olympiques, bien sûr. Voilà. Donc Ouais. tu peux toucher deux, trois trucs. On a quand même touché à des trucs. Nous, hein. On a quand même eu une vasque qui était de la pulvérisation d'eau avec de la lumière dessus. On a quand même eu des colombes qui étaient des ailes là, qui se déployaient sur les toits, sur les ponts. On a quand même eu ce cheval Zeus avec cette cavalière qui portait ce drapeau olympique en guise de cape. Enfin, tu vois, on a quand même réussi à changer des choses. Mais en fait, c'est ça, j'ai envie de leur dire. Essayez, continuez d'essayer de challenger la partie protocolaire qui, qui peut être la partie un peu ouais, rébarbative, un peu longue, un peu lourde, parce il y a des séquences qui sont inamovibles et qui, en fait, publiques de cérémonie. Toi, t'as pas tellement envie de Mhm. voir ça. Les élections des nouveaux membres du CIO et de l'IPC, qu'est-ce que tu t'en fous, en gros, hein. Ouais. Ça n'a rien à faire dans une cérémonie. Et quand tu veux y toucher, tu peux pas y toucher. Donc, bon, voilà. Donc, j'ai envie de leur dire, continuez le travail qu'on a initié, à dire on va changer, on va bouger les choses. Et je pense qu'à terme, on arrivera peut-être à faire un truc où, du début jusqu'à la fin, tu te diras, ah, je me suis pas ennuyé. Les femmes dans l'organisation, dans l'entertainment, dans l'event, dans tout ça, tu leur dis quoi? Alors, je leur dis déjà que les Jeux de Paris, c'était les premiers Jeux paritaires. Donc, il y avait le Oui, même nombre d'athlètes hommes et femmes. Ça, oui, c'était un point important. oui. Et on s'y est tenu. Le comité de direction de Paris 2024 a fait en sorte que les femmes soient représentées, même si je pense que c'était une règle qui s'était fixée. Ben, c'était bien qu'elle soit fixée parce que tu vois ce que représentent les femmes dans un codir. Il y a une autre façon de penser, il y a une autre façon de voir, il y a une autre énergie. Et en fait, ça s'oppose pas avec une énergie masculine. Au contraire, ça se Ça se compose marie. bien, tu Oui, vois. oui. Mais parfois, tu peux ne pas y penser à profil équivalent parce que voilà, il y a souvent beaucoup d'hommes qui sont à la tête du COMEX ou de ces CODIR. Il y avait beaucoup d'hommes dans les agences. Je retiens trois. Avec moi, on était trois femmes, mais le reste, c'était que des bonhommes. Donc, compliqué parce que même si tu es légitime dans ta mission, et ben, être en face que de bonhommes, il y a un moment donné, il y a de la testostérone, faut pas. Donc voilà. Donc il faut avoir des coronesses en tant que femme pour juste oser
dire ce qu'on pense, prendre la parole. Et quand tu as des paires d'yeux qui sont masculines et que tu es toute seule en tant que femme, ça peut être un peu compliqué. Alors qu'en fait, pas du tout. Tu es aussi légitime qu'un homme à prendre la parole et à exposer ton point de vue. Mais je peux comprendre que si tu manques un peu de charisme ou que t'es un petit peu en difficulté vis-à-vis d'hommes, eh ben, tu vas pas livrer, tu vas pas faire ton job en fait. Ouais, c'est Tu vas ça. pas oser prendre la parole, tu vas pas dire Tu ce vas que pas tu dois dire. challenger, tu vas pas. Ouais, Ouais, ouais. parce que ça peut être un peu effrayant d'avoir des bonhommes qui ont une grosse voix, qui parlent fort, et puis bon, on connaît les bonhommes, hein, aussi forts, intelligents qu'ils soient, bon, bah, c'est des bonhommes qui se comportent en bonhommes quand ils sont entre bonhommes. Et puis toi, en tant que bonne femme, entre guillemets, eh ben, faut oser. Et je pense qu'au contraire, une fois que ça se passe, ils sont très contents parce que tu amènes quelque chose de différent. Les Ils se rendent relations bien sont compte de la différentes. valeur, de la contribution, bien Exactement. sûr, bien sûr. Et ça fait du bien parce que eux-mêmes, ça les oblige à se comporter différemment, comme toi, en tant que femme, ça t'oblige à te comporter différemment. Donc, c'est plutôt euh, intéressant. Je pense que c'est bénéfique pour l'entité, pour l'entreprise. Il faut juste ne pas hésiter à faire en sorte que ça se passe. Et puis, moi, ça m'a beaucoup appris sur la sororité. C'était un terme que j'entendais, tu vois, dans les entreprises, comme les nouveaux mots, ou la sororité. Et en fait, non. Euh, c'est important quand une femme réussit et qu'elle fait des pas dans l'entreprise pour celles qui suivent. Et il faut pas le voir comme, je sais pas si c'est français, mais il y a une forme de jalousie en France. Mhm, C'est une femme qui mhm. réussit tout de suite. Ah, voilà. Et en fait, moi, en découvrant la notion de sororité, en découvrant d'autres femmes dans notre comité, j'ai réussi à changer complètement de point de vue et à me dire, mais non, elle le mérite. Si elle le fait, il faut l'aider parce que ça nous aide. Et du coup, d'entretenir ça, c'est Ouais, super fort, c'est super ouais, riche. Et puis du coup, tu crées des ponts entre les femmes. Tu vois, ouais. tu peux discuter sur des métiers différents, mais il y a des sujets que tu abordes différemment. Et surtout, il y a une forme d'entraide qui n'a rien à voir avec le côté, ah, ces deux filles, ah là là, super, elles vont se parler chiffon. Non, pas du tout. Il y a quelque chose de fort parce que tu te donnes des tips et puis tu une autre et puis c'est intéressant de voir une autre femme qui manage qui n'a pas les mêmes craintes que toi, qui n'a pas les mêmes atouts, mais tu vois et en fait je trouve ça super riche et je trouve qu'on fait corps et c'est plutôt positif et c'est positif pour l'entreprise et les bonhommes eux-mêmes, les mecs te disent ah, ça fait du bien d'avoir des sujets de discussion où voilà, tu es aussi avec des femmes quoi. Donc On bâtit notre on a village, hein? Toi et moi, tu te ouais. souviens, quand on était, Exactement. quand on s'est rencontrés à Paris, c'est ça, puis on a parlé de bâtir le village, pas le village olympique, mais le village justement de sororité, puis Ouais, de supporters, comme on dirait en anglais, de femmes et d'hommes qui supportent ces femmes-là, justement, pour les amener, les aider à exprimer leur plein potentiel, leur succès, parce que, pour toutes les raisons que tu as nommées, je ne vais pas les répéter, mais parce que c'est bénéfique pour tout le monde, évidemment, incluant les femmes et tous impliqués, là. Donc, tu dis que ça t'a permis de le constater puis de changer même ouais, ton ouais, mindset par rapport à ça. C'est fort complètement. quand même, hein? Oui, oui, C'est oui. fort. Ouais, Ouais, moi j'ai vraiment réalisé qu'il y a eu une époque où je pouvais être euh, jalouse de la réussite de certaines femmes parce que en fait, en la constatant, je constatais que elle y arrivait et pas forcément moi. Alors soit parce que moi-même je réalisais pas ce que je faisais, mais du coup j'étais encore en deçà de ce que je valais, si tu veux. Et du coup, bah, de voir que tout d'un coup, elle réussit, au lieu de me dire, waouh, si elle y arrive, moi aussi je peux y arriver. Tu vois, j'y voyais un truc de ouais, enfin bon, non mais super, tu vois, de la jalousie. Et en fait, en progressant et en voyant les difficultés que tu rencontres et en rencontrant des femmes avec qui je travaillais, je me suis rendu compte qu'on avait mais tout à gagner à être unis. complètement. Puis tu vois, quand on s'est rencontrés et que j'ai rencontré euh, toutes Les ces Spice femmes, Girls. les Ouais. Spice Girls exactement, enfin, il y a un moment donné, tu as un coup de mou, t'as une petite faiblesse. Et ben, tu as des nanas qui sont là, qui te supportent, qui t'envoient de l'énergie. Et je me souviendrai toute ma vie d'une la conférence qu'on a fait. Ouais. Euh, C'était quoi? C'était l'empowerment au féminin. Ouais. Et je me souviens qu'à un moment donné, il fallait faire une photo.
Oui. Et moi, je déteste les photos, je déteste me voir, bon, bref. Et donc, j'étais un peu coincée sur mon fauteuil, je ne sais pas trop. Et puis, il y a une des participantes qui a pris une position, tu sais, pour prendre la Ouais. photo, qui était très à son avantage. Et ben, pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas dit, oh, la crâneuse. Je me suis dit, mais elle a raison. En Elle fait, fait elle bien, se met à bien son sûr, avantage. Où bien est le sûr. problème? Au contraire. Moi, Ouais. j'étais un peu genre, comme ça, ouais, ok, je vais sourire. Et pour la première fois de ma vie, parce que j'avais appris à la connaître aussi, à discuter, et que tout ça était fluide et était positif, avec des énergies, tu sais, Ouais, qui étaient saines. Et le fait de la voir se mettre en position pour prendre la photo, je me suis dit, mais enfin, c'est elle qui a raison. Tu vois? Et complètement. pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas dit, ah non, l'autre, elle est en train de crâner à faire sa belle. Pas du tout. Je me suis dit, mais elle a entièrement raison. Pourquoi est-ce que en tant que femme, quand tu prends une photo, tu pourrais pas être à ton avantage sans être top modèle? Tu vois le délire? Et ben c'est là que j'ai réalisé que cette rencontre avec toutes ces femmes, elle m'avait permis de changer ma façon de voir les choses et que j'étais plus dans le positif, à me dire, mais non, c'est vers ça qu'il faut aller. Nous aussi, on a notre part du gâteau à prendre. Nous aussi, on doit être forte. Nous aussi, on doit soutenir. Et puis, nous aussi, on doit croire en nous. Et de la voir croire en elle, et ben, au lieu de me dire, ah non, moi, je ne sais pas faire ça, alors forcément, elle C'était une est, hein, représentation tu vois. de ta propre croyance en toi qui était possible. Ouais, Exactement. vraiment. Tu Puis, tu vois? sais, quand on t'a écrit jusqu'à la toute dernière minute, là, les Spice Girls, vas-y, go, 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 c'était avec justement cette conscience qu'en te supportant, en t'encourageant, tu portais la flamme olympique pour nous toutes. Ouais, C'est ouais. c'est Mais tu ça? sais quoi, je l'ai senti comme ça parce que Ben oui, le jour où je dis, ah, je suis un peu dans le down, tout le monde était là, ouais, vas-y, on oui, fait un Teams, vas-y, on s'appelle, et quand est-ce qu'on se voit? Et je me dis, oui, non, mais elles aussi, elles ont des vies, elles ont des enfants, tu vois, c'était oui. compliqué. Tout le monde était partant, et puis quand celle qui pouvait pas être du rendez-vous n'était pas, elle m'envoyait des messages, elle m'envoyait. Et je me disais, waouh, ce shoot d'énergie que tu te Ouais, prends, tu ouais, vois, ouais, avec bienveillance, avec juste sincérité. Et ouais. en fait, je me disais, waouh, en fait, ça me flattait Mhm. parce que je me disais, waouh, c'est à mon endroit. Mais j'étais tellement contente de me dire toutes ces femmes que je respecte, que j'admire aussi. Tu vois, cette espèce d'énergie qui englobe tout le monde et qui fait que tu dis, waouh, eh ben, tu parlais du village. Et là, tu sais que c'est quelque chose de concret, quelque chose de vrai, que tu construis Mhm. avec des gens vrais, sincères, où tu dis, mais j'ai bien fait d'y croire, hein, parce qu'en fait, c'est assez naturel. Et le fait de s'empêcher de penser que c'est possible et que ça peut exister, eh ben, tu te tires une balle dans le pied alors que ça peut te porter. Je suis tellement touchée de t'avoir rencontré, puis je suis tellement touchée de ce moment-ci qu'on vient de partager. Je savais que c'est important que tu puisses partager tout ce que tu as partagé. Est-ce qu'il y a des choses que je t'ai pas demandé, que tu as envie de partager, des éléments que j'ai oubliés, que tu dis non, non, ça, faut que j'en parle? Non, tu vois, je pense vraiment le truc que je retiens, c'est l'ambition qu'on peut avoir pour un projet. Parce que, il n'y a que ça. Je l'ai réalisé parce que moi, je suis une productrice. Donc, parfois, la création, j'ai envie de l'arrêter, de la freiner, dire stop, maintenant, il faut produire. Tu vois, il faut arrêter. Enfin, tu vois. Donc, ça, c'est des croyances que j'avais de me dire à un moment donné, il faut arrêter. Et en fait, j'ai appris que oui, à un moment donné, on va s'arrêter quand le projet il devient en danger, tu vois. Mais cette ambition qu'on a, cette création qui est sans cesse renouvelée, cette volonté de porter le plus haut possible, en fait, même si toi, ça peut te mettre en risque en opérationnel, parce qu'à un moment donné, tu dis, oh là là, comment on va faire, ça porte, ça draine tellement de gens que c'est ça qu'il faut retenir. Le deuxième, c'est l'énergie que tu mets dans un projet quand tu le présentes et quand tu le portes. C'est une collègue, Marie Barsac, qui dit tout le temps ça. Elle dit, si tu crois pas, toi, à ton projet, personne n'y croira pour toi. Donc, quand elle va présenter un projet, elle a une énergie de dingue. Et ça, tu vois, c'est aussi hyper inspirant. C'est une nana qui a une énergie de ouf. Bon, parce qu'elle croit à son projet, mais parce que au moment où elle te présente le projet, elle y croit tellement. Donc, ça aussi, l'incarnation, tu vois. Mhm. Tu, 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 tu portes ce que tu vas Être présenter, toi-même inspiré par mais ce que tu oui, t'apprêtes à faire, et absolument, en bien fait, ce que sûr. tu envoies comme énergie, les Ouais, gens vont dire, ah, elle est charismatique. Non, en fait, elle est juste passionnée, elle est juste aligné habitée. avec, oui, c'est ça. Exactement. Oui, Donc oui, ça, oui, c'est important. Et oui. puis, le dernier truc, ouais, je dirais, c'est de ne pas se prendre au sérieux, en fait. Parce que euh, ton expertise et ta valeur, elles parlent dans ce que tu fais.
Donc, ça sert à rien de se mettre en valeur pour juste se faire mousser. Les gens, ils le voient, ce que tu livres, ils voient ce que tu amènes, ils voient ce que tu es capable de rendre possible. Et donc, d'être vrai et sincère, je me rends compte que c'est la meilleure façon. En fait, si tu essayes de paraître ce que tu n'es pas, en fait, il y a toujours un moment donné où le vernis craque et c'est mort. Alors que les gens, ils te sentent au même titre que toi, tu sens les gens. Si tu es vrai, sincère, Puis tu te limites toi-même parce que, en fait, tu te donnes une limite qui est ce vernis dont tu parles, alors que quand tu es authentique, tu ouais, peux toujours te dépasser en faisant des erreurs, des essais, d'exploration, puis là, tu vas plus loin, fort ouais. probablement. Et puis, tu es Euh, touchant, je pense aussi. Tu es touchant dans le sens où tu es sincère, tu reconnaître que tu t'es trompé ou que tu avais raison. C'est aussi une façon de dire, ah, tu vois, j'ai été moi. En fait, tu vois, la sincérité, elle existe aussi à ce niveau-là. Pas de faux semblants, on se dit les choses. Ah, tu peux pas tout dire tout le temps, mais une forme de sincérité et puis de justesse envers les gens. Être juste, reconnaître que tu t'es trompé, sans faire porter la faute à qui que ce soit. Moi, c'est une des clés fortes, quoi, de dire bah, my bad. Désolé. En fait, je pensais vraiment que. Et les gens, ils disent ah, waouh, t'es capable de dire que tu t'es trompé? Bah oui, je me suis trompé. Je vais pas te dire que non, tout ça a été fait exprès, évidemment. Tu vois? Non, et ben en fait, ça touche les gens. Parce que je pense qu'on arrive dans des sphères où on veut pas se tromper. Mais sauf qu'en fait, l'échec, c'est aussi ce qui te permet d'aller vers le succès. Parce que si tu te remets pas en question, ben, forcément, tu peux pas, tu peux pas avancer de la même façon et dire aux gens, OK, ben, je pense que je me suis trompé. Et ben, c'est une façon de revenir sur le vrai, le concret. Et les gens, ils l'apprécient ça. Parce qu'ils disent, ah, tu as quand même la force de reconnaître que tu t'es trompé. Ça veut pas dire qu'il faut se tromper tout le temps, hein, entre nous. Mais voilà, reconnaître que tu t'es trompé et le dire aux autres, c'est une forme aussi de reconnaissance de où est ta responsabilité dans le projet et de dire que tu portes les choses et que tu es responsable. Donc, si je réussis, je vais porter cette réussite et la partager certainement si elle est à partager. Mais si j'échoue, si c'est un échec commun de porter cet échec, c'est important de le partager avec les autres. Mais si c'est ta responsabilité de reconnaître que bah, tu t'es trompé, c'est hyper fort pour continuer à l'idée tes équipes et à monter le projet. c'est comme si maintenant, je retiens tellement de choses que tu as dit tantôt, là, les éléments importants, mais c'est comme si je retiens notre rencontre, notre discussion, que plus on est capable de laisser aller l'ego, parce qu'en étant sincère, en étant vrai, en étant vulnérable, c'est pas l'ego qui parle, c'est pas l'ego qui gère, c'est Mm. pas l'ego qui lead ce qu'on fait, plus on est capable de faire sortir l'humanité de Ouais, nous-mêmes, puis des projets, puis Dieu sait que les JO, c'est le reflet de tout ce que l'humanité est en mesure de faire sans limite. Et donc, justement, de nous montrer à quel point on est grand quand on est dans cette humanité-là. Je pense que c'est vraiment ce que je retiens de notre entretien. Puis la beauté de notre profondeur comme humain, puis qui nous permet d'être super terrain concret, puis super ambitieux en même temps, un ouais. peu d'être dans le cosmos, puis se dire, OK, on fly high, là, puis on a une ambition complètement folle. C'est comme si c'était la clé de réaliser tout ça. Oui, et puis parfois aussi, c'est bien d'avoir un peu d'ego. Parce que moi, je me suis rendu compte que parfois, je me cachais derrière euh, ouais, non, je vais pas faire ça, je veux pas aller là-dessus, ça me paraît trop loin, ou c'est pas à mon niveau, je vais pas y arriver. Et puis en fait, quand quelqu'un euh, prétend à ce poste ou prétend pouvoir faire ça, et que toi, tu considères il a pas les compétences et que toi, tu en as plus que lui, et ben en fait, tu viens aller chercher ton ego en disant, attends, tu vas pas te laisser d'amener le pion ou voler le. Tu vois ce que je veux dire? Donc parfois, ça fait du bien parce que l'ego, il est aussi parfois mal placé. Oui, mais Ou, parfois il est tu bien vois? placé aussi. Et parfois, il est bien Je placé. comprends ce que tu Et dis du coup, de temps en absolument. temps, ça te fait Oui, du bien de te dire, je oui, vais y aller parce qu'en fait, sinon quelqu'un va me piquer le truc. Et en fait, tu dis, mais en fait, c'est débile. Pourquoi je n'y suis pas allé de moi-même? Qu'est-ce qui m'a retenu? Et bien, en fait, ce qui t'a retenu, c'est tes craintes, c'est tes peurs, c'est la mauvaise euh, appréciation
de tes compétences, de tes qualités, parce que tu t'estimes pas, tu sais, ton problème d'estime, tu t'estimes pas assez, ou pas correctement, ou pas justement, pour te dire je suis capable de. Donc parfois, il faut qu'on vienne nous titiller un peu l'ego pour que ça nous pousse à, tu vois. Donc parfois c'est bien d'avoir un peu d'ego, et puis tu vois, d'aller le titiller un peu. Mais parfois je suis d'accord, il ne faut pas trop. Oh, j'adore, j'adore. On reprend ça, mais à Montréal cette fois-ci, parce que comme je te l'ai dit, l'invitation, elle est là, elle est ouverte. Quand tu es prête, je t'attends. Repose-toi, bon repos, parce que ça aussi, je trouve que tu as un bel équilibre. Tu es capable de te reposer, ce qui, pour plein de gens qui ont vécu ce que tu as vécu, j'imagine, pourrait être assez difficile. Mais non, tu embrasses ça aussi, tu te reposes, tu te prépares fort probablement à un super nouveau défi très bientôt. Merci pour les jeux, les cérémonies que vous nous avez offertes et bravo. Puis merci pour ce moment ensemble à échanger en toute vérité, en toute sincérité. Merci à toi, Chloé. En tout cas, c'est toujours très, très agréable. Et puis, ce côté discussion avec des copines, j'espère que ça va intéresser des gens. En tout cas, moi, j'étais très contente de pouvoir échanger avec toi. Cet épisode est rendu possible par Osez vous propulser, mon dernier livre et programme conçu spécialement pour aider les femmes à exprimer leur plein potentiel et à aider vos organisations à opérer le changement souhaité. Abonnez-vous dès maintenant pour être parmi les premiers à recevoir nos épisodes et ainsi avoir les réflexions puissantes, des histoires inspirantes puis des conversations audacieuses de leaders qui transforment le monde. Plongeons dans le leadership ensemble.